Bonjour à tous et bienvenue sur Hawk Invest. Aujourd'hui, on se retrouve à Surfing Bitcoin avec le père de la crypto française, un peu, Super. Alexandre Stachenko. Tu es déjà passé sur Hawk Invest, c'était pour une opinion Twitter. Mhm. On t'avait posé une question. Et l'idée ici de cette interview, en fait, c'est juste de discuter avec toi un peu de l'écosystème, de ton ressenti, de ton parcours aussi, parce que je pense que c'est assez intéressant de voir ton évolution. Comment est-ce que tu as évolué dans ce milieu? Et globalement, juste discuter de ce qui se passe en ce moment et avoir juste une simple discussion. Très bien, avec plaisir. Et bonjour à toutes et tous qui nous écoutez. En tout cas, on va commencer juste par ta présentation, ton parcours. Est-ce que Mhm. tu pourrais expliquer comment tu es arrivé dans la crypto, ce que tu as peut-être fait avant aussi? Alors pour ce que j'ai fait avant, ça va être rapide, étant donné que j'ai commencé dans la crypto quand j'étais encore étudiant, donc rien, enfin, sauf si on veut rajouter mon lycée et mon, et mon collège, mais je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Non, j'ai commencé, je suis rentré dans la crypto. Alors euh, certains me disent que je leur en parlais en 2013, j'ai pas de souvenir de ça, mais globalement moi je suis vraiment rentré dedans en 2015. Je devais faire un stage de césure de master en management et je l'ai fait enfin, je l'ai commencé dans une boîte qui s'appelle Asana Consulting et qui fait du conseil en moyens de paiement innovants. Et donc, à l'époque, on traitait beaucoup sur les sujets de sans contact, puisque c'était assez peu développé à l'époque. Il y avait pas mal de choses sur des choses dont vous ignorez probablement l'existence, mais c'est pas mail, Ruby, Diamant, etc. Ce sont des initiatives bancaires de paiement rapide, prélèvement, etc. Et en fait, je me suis retrouvé avec un peu plus de temps que prévu, et donc j'ai creusé un sujet de veille sur les moyens de paiement innovants. Et donc, comme c'était en juillet 2015 et que Ethereum sortait en août 2015, j'ai tapé, finalement, je suis arrivé dans la blockchain, Ethereum, etc. Donc, je suis plutôt rentré par le biais Ethereum. Et donc, j'ai creusé ça en me disant que c'est très intéressant, mais qu'on trouvait rien en français à l'époque. Et donc, j'en ai parlé à des amis, donc Antoine et Clément à l'époque, puis Claire. Et on a lancé Blockchain France, donc pour faire un site web d'abord pour parler du sujet blockchain en France. Après, on l'a transformé en entreprise, on a fait des formations et du conseil. Et on a rencontré Adrien et Emilien qui avaient fait une autre boîte qui s'appelait Labo Blockchain et qui était plus ingénieur. Et on a fusionné les deux entreprises en 2017 pour faire Blockchain Partner, qui était donc une boîte de conseil, donc pas au sens investissement, mais au sens plutôt stratégie, business, opérationnel sur les sujets blockchain, crypto. Et donc ça, on a fait ça de 2017 à 2021. 2021, on a cédé l'entreprise à KPMG. Et donc après, moi, je suis devenu donc directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Et donc entre 2020 et 2023, j'ai pas mal contribué à prendre le sujet crypto chez KPMG, à faire évoluer les mentalités en interne, en externe aussi chez les clients. Et voilà, à constituer la business unit avec nos prestations, nos offres de services, à l'intégrer avec les services historiques de KPMG sur le commissariat aux comptes, l'expertise comptable, le juridique, le conseil, etc. Et donc là, en juin 2023, j'ai quitté KPMG. Et donc j'en ai profité pour écrire pas mal de choses que j'avais envie d'écrire sur justement mon expérience et mon parcours, ce que j'en retiens, quelques analyses personnelles. Et puis donc il y a eu l'été, pris des vacances, et là je reviens et j'espère pouvoir faire un peu d'activité de conférencier, et puis me libérer du temps pour éventuellement des projets, des opportunités à droite à gauche. Pas encore tout à fait bien défini. Voilà. D'accord. Et tu es auteur de plusieurs livres également. Tout à fait, j'ai deux autres casquettes. J'ai fondé la chaîne Tech qui était l'ancêtre de la DAN et donc la DAN aussi. Et donc j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à travailler sur tous les sujets d'encadrement, de régulation, de fiscalité, de comptabilité, etc. En France et en Europe. Je me suis beaucoup impliqué au niveau politique sur l'éducation et sur on va dire le mantra qui était le mien sur des sujets qui maintenant sont devenus un peu plus à la mode, mais qui n'étaient pas du tout à l'époque, sur tout ce qui est souveraineté, souveraineté numérique, environnement, etc. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à éduquer autant que faire se peut en France sur le sujet-là. Et dans ces actions d'éducation, effectivement, j'ai écrit pas mal et j'ai sorti plusieurs livres. Un qui est enfin, j'en ai sorti un en 2016, mais comme beaucoup de livres de l'époque qui sont un peu caduques maintenant. Mm. Donc le dernier, enfin j'en ai deux derniers. Il y en a un qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile que j'ai écrit avec Claire Balvin et qui est une introduction en fait au sujet Bitcoin pour un néophyte, Bitcoin et crypto-monnaie. Et le dernier qui est sorti en format livre, c'est mon article sur l'environnement, donc Bitcoin, une solution contre-intuitive au changement climatique, qui est un peu plus court, mais qui est un argumentaire que j'essaye de le plus honnête possible pour montrer que en fait c'est pas la machine à détruire la planète que l'on présente, mais à l'inverse plutôt une solution, c'est-à-dire même une condition nécessaire à la sobriété dont on a besoin. Euh,
j'ai envie de comprendre un tout petit peu plus ton expérience chez KPMG. Ouais. KPMG, donc, qui ont acheté la boîte que tu avais fondée. Quel était leur intérêt derrière ça? Est-ce que c'était pour reprendre une base client ou est-ce que c'était pour développer en fait cette Non. branche Euh, la base client, l'intérêt est assez limité dans la mesure où, alors déjà KPMG a déjà pas mal de clients. Et la deuxième chose, c'est que parmi nos clients importants, à KPMG, en fait, il y a des contraintes particulières dans la mesure où KPMG, son métier originel, c'est quand même commissaire aux comptes, qui est un métier encadré et régulé, et notamment n'a pas le droit de faire du conseil pour les entités dont on est commissaire aux comptes, puisqu'en fait, ce serait un peu être jugé parti, c'est-à-dire on conseillerait quelqu'un de faire quelque chose et ensuite on l'audite en disant c'est bien. Ouais. Donc c'est encadré, on n'a pas le droit de faire les deux activités en même temps. Donc en fait, typiquement, il y a certains de nos plus gros clients qu'on a dû abandonner en arrivant chez KPMG parce qu'on était commissaire aux comptes par ailleurs et donc c'était pas compatible de faire les deux. Donc la base client n'était pas vraiment le sujet principal. Le sujet principal, c'était plutôt l'expertise sur un sujet qui montait et dont ils s'apercevaient que leurs clients leur en parlaient de plus en plus et qu'ils pouvaient difficilement, ou en tout cas ils préféraient avoir des experts reconnus et historiques de l'écosystème pour ne pas dire n'importe quoi devant des clients qui se posaient de plus en plus de questions sur le sujet crypto en général. D'accord. Et je pense que KPMG, ça t'a apporté beaucoup dans ton voyage d'entrepreneur, de bitcoiner, de crypto bro, on peut appeler ça comme on veut. Mais est-ce que tu penses que KPMG, ça a été une étape importante dans ton évolution ou alors c'est plutôt toi qui a plus contribué au développement de KPMG? Je n'irai pas faire un arbitrage, c'est l'un ou l'autre. Ça a été un jeu dans les deux sens. Moi, en tant qu'entrepreneur, forcément, ça vient contribuer à la panoplie de l'expérience, c'est-à-dire céder l'entreprise, gérer la transition, etc., qui sont des expériences très différentes par rapport à créer un truc à partir de rien, créer une équipe, etc. Et pour KPMG, évidemment, c'est une forme de kickstart, c'est-à-dire que dans l'absolu, ils auraient pu essayer de constituer une équipe tout seuls et beaucoup de cabinets choisissent de faire plutôt ça. Mais l'arbitrage à réaliser quand on est une entreprise comme KPMG ou comme une autre, c'est est-ce qu'on décide d'aller vite et d'avoir tout de suite des experts opérationnels ou est-ce qu'on considère qu'on peut se permettre d'attendre 2 ans, 3 ans, potentiellement comme certains concurrents de KPMG l'ont eu par le passé, c'est-à-dire malheureusement de créer une équipe et en fait de la voir partir tout simplement. Une fois qu'elle est prête, elle s'en va et elle fait autre chose. Donc c'est des risques, c'est un arbitrage qui est fait du côté KPMG et ils ont choisi plutôt de passer par une acquisition. Dans les 2 ans qui ont suivi l'acquisition, c'est un environnement complètement différent. De toute façon, une petite boîte de 20 personnes, ça peut pas être pareil qu'une entreprise de 10 000 personnes, qui plus est membre d'un réseau de plusieurs centaines de milliers de personnes, avec une activité qui est régulée, encadrée, etc. Donc c'était pas du tout la même expérience. Nous, je pense qu'on a essayé d'apporter autant que faire se peut, c'est-à-dire les choses qui font qu'on avait réussi. Donc une forme d'agilité, une forme de compréhension du sujet, de ne pas hésiter à apporter des convictions si elles sont argumentées. Et je pense qu'on a réussi à faire bouger une entreprise comme KPMG, en tout cas en France, sur ce sujet-là, mais à la faire bouger à notre mesure. On reste 20 personnes sur 10 000, et donc on ne peut pas non plus s'attendre à bouger la montagne en 2 ans là-dessus. Donc moi, effectivement, ça me fait rentrer dans un environnement qui était différent, où déjà, c'est pas moi qui ai le dernier mot, ce qui est, pour un entrepreneur en règle générale, ça peut être difficile à vivre. La contrepartie plus agréable à vivre, et je tiens à le souligner, notamment parce qu'on venait de vivre la période Covid, et je souhaite à personne de vivre un Covid en tant qu'entrepreneur. C'est pas fun en fait du tout. Et donc là, se dire qu'en fait, on a un peu plus de sérénité quant à la viabilité du business. On peut se permettre d'avoir 2 mois de trou. On peut se permettre de drop une activité si on considère que à plus long terme, il vaut mieux se focaliser sur autre chose. Ça, c'est des libertés qu'on a dans un grand groupe qu'on ne peut pas se permettre quand en fait la question devient est-ce que je me paye ou pas à la fin du mois en tant qu'entrepreneur. Donc c'est un trade-off dont j'ai pu voir les avantages et les limites. Moi, je pense qu'à titre personnel, j'avais un peu fait le tour. Je pense que la transition était bien amorcée. Et honnêtement, je ne sais pas si j'étais resté si indispensable que ça dans l'équipe, qui continue de fonctionner très bien sans moi. Et je pense qu'en d'une certaine façon, j'avais un peu fait mon rôle de transition et d'image. Et j'avais
pour reparler comme un footballeur, j'avais à cœur des 3 points. Non, j'avais à cœur de pouvoir mettre sur de bons rails et surtout, moi je l'avais verbalisé en arrivant chez KPMG, mon objectif était de faire en sorte que sur le sujet crypto et conseil, KPMG soit ce qu'on appelle en marketing top of mind. C'est-à-dire que si n'importe qui a envie de parler de crypto et de conseil, KPMG soit le premier qui sort, le nom qui sort du chapeau. Et je pense que à certains égards, c'est plutôt un pari qui est réussi. Et je pense que comme on a fait aussi plus ou moins nos business plans, globalement, j'en retire du positif. Mais bon, voilà, j'avais besoin de voir autre chose aussi. Donc, une fois que tout ça est passé, je regarde l'avenir. Très bien. Et là, du coup, puisque tu as quitté KPMG aujourd'hui, le but, c'est de se concentrer du coup sur les conférences, c'est ça? Est-ce que… Alors, en fait, je sais pas si c'est le but est de se concentrer, mais j'essaye d'avoir plusieurs réflexions. Une réflexion plus globale sur ce que j'ai envie de faire. Je ne dirais pas que cette réflexion est conclue, donc je réfléchis. Mais ensuite, dans l'intervalle, j'essaye de faire comme n'importe quelle personne qui se pose la question de son adaptabilité au monde de l'emploi, c'est-à-dire de trouver la meilleure intersection entre ce que je sais faire, ce que les gens sont prêts à payer et ce que j'aime faire. L'intersection la plus immédiate aujourd'hui, c'est les conférences. Je suis plutôt bon en conférence, je suis plutôt bon pédagogue, je pense avoir des convictions qui me permettent d'avoir quelque chose à vendre. Je pense que le marché a besoin de conférences parce qu'il y a encore un peu d'incompréhension et de besoin de pédagogie. Et moi, j'aime faire ça. Donc effectivement, je pense qu'un scénario de base que je travaille pour les prochains mois, et j'ai sorti un site web à cet égard pour présenter mes activités, etc., c'est de pouvoir vivre en faisant quelques conférences par mois. Et ça me libère du temps pour faire autre chose. Et après, cette autre chose, je ne l'ai pas déterminée. Ça peut être hors crypto. Ça peut être dans les cryptos, ça peut être un projet. Je reste ouvert. En fait, j'ai pas encore déterminé ce que je voulais faire, mais je sais que pour éviter de sombrer dans le truc qui consiste à juste vivre de l'inertie et en fait ne plus rien faire, je vais quand même garder le pied à l'étrier des conférences, qui accessoirement l'opportunité appelant l'opportunité. Il faut continuer d'être actif. La chance, ça se provoque, comme on dit. Donc, je vais continuer d'être actif autant que faire se peut. Et une question, je pense, qui te concerne directement. Tu as été toujours présenté, en tout cas depuis que moi je suis dans l'écosystème, en tant que directeur crypto chez KPMG. Toujours non, mais les 2 dernières années, oui. Oui, ça fait pas très longtemps que je suis là. Donc. Mais est-ce que tu penses que c'est grâce justement à la réputation de KPMG, grâce à la place qu'ils ont aujourd'hui dans le monde de la finance, que ça t'a conféré une certaine légitimité? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens prendre la parole sur certains sujets, mais comment est-ce qu'on peut savoir si ces gens sont légitimes? Et la question que j'ai, c'est plutôt, est-ce qu'un poste dans une entreprise qui est spécialisée dans la crypto est important pour pouvoir s'exprimer sur le sujet? Ou alors, on pourrait faire confiance à des gens qui n'ont pas forcément d'entreprise, qui ont juste un avis qu'ils ont envie d'exprimer? La question est difficile parce qu'elle a plusieurs ramifications. La première, c'est ça dépend de quel public on parle. Effectivement, un exécutif d'une grande banque, si je dis le même texte, mais avec le titre directeur crypto chez KPMG ou avec le titre entrepreneur, c'est pas le même impact. Dans un cas, il m'écoute, dans l'autre, il m'écoute pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement, un des intérêts du passage chez KPMG, c'est que il y a une image de marque importante chez des gens qui sont directeurs financiers, des gens qui sont à des hauts postes de responsabilité, etc., et qui vont voir de la bouche d'une institution qu'ils trustent un discours auquel ils ne sont pas habitués, et donc ça va avoir tendance à leur faire se dire « Ok, c'est pas un rigolo qui dit ça, je suis pas forcément d'accord, mais au moins je dois me poser la question. » Donc ça, effectivement, c'est important pour ce public-là. Et je pense qu'indéniablement, même si on n'a pas attendu non plus d'être chez KPMG pour avoir la possibilité de parler à ces gens-là, mais je pense que ça a donné une crédibilité à notre discours pour ces gens-là. Ça me semble assez indéniable. Maintenant, ces gens-là ne constituent pas l'intégralité de la planète. Et par exemple, dans d'autres cas, ça pouvait être même délétère. C'est-à-dire que un autre exemple, c'est que si KPMG a une très bonne réputation auprès de corporate, de direction financière, de CEO, etc., dès qu'il s'agit de l'innovation, des groupes comme KPMG, mais comme d'autres, ont une image un peu moins avancée. Justifié ou pas justifié, c'est pas le sujet ici. Mais ce que je veux dire, c'est que
l'image n'est pas la même sur tous les sujets. Et donc, quand on va prendre quelqu'un qui cherche à avoir non pas un avis sur Bitcoin en tant que whatever, monnaie ou whatever, mais comme en tant que technologie, son réflexe n'est pas de demander son avis à KPMG. Et peut-être il va leur accorder de l'importance à l'opinion de KPMG, mais c'est pas son réflexe. Et donc là, peut-être même contre-intuitivement pour certains, c'est plutôt nous qui avons apporté. C'est-à-dire que certains n'avaient pas le réflexe de demander à KPMG, mais plutôt à des startups, et ils ne demandaient pas à KPMG, ils demandaient à Blockchain Partner. Mais il se trouve qu'on était chez KPMG. Et donc, on a eu même des cas chez certains clients où ils continuaient en interne de nous présenter comme Blockchain Partner parce que sur certains sujets, ils préféraient l'image entrepreneur, startup, etc. que l'image financier sérieux presque, j'allais dire. Donc ça dépend des interlocuteurs et ce qui était intéressant dans ce mariage-là, c'était qu'en fait on pouvait choisir du coup. On pouvait dire ok cette personne-là, à mon avis, elle a plus besoin du tampon KPMG sur mon avis, ou cette personne-là, elle a plus besoin du tampon je suis entrepreneur et j'ai lancé une boîte et voilà je connais l'innovation, etc., etc. Donc le mariage était assez intéressant parce qu'on a contribué à trouver un entre-deux où on avait en même temps l'image de on raconte pas des conneries parce qu'on a été suffisamment sérieux pour être absorbé par une structure comme KPMG, mais en même temps, on n'a pas un discours peut-être trop convenu, trop costard-cravate, pas assez proche de l'innovation, pas assez en rupture, ou qu'on pourrait considérer comme ils me disent ce que je veux entendre, mais ils sont pas. Voilà. Ça, encore une fois, vrai ou faux, c'est pas le sujet, c'est la perception. Donc ça dépend. Et le deuxième volet de ta question n'était pas exactement la même, c'est-à-dire en tant que personne à qui je dois accorder ma confiance. Ce qui est difficile avec le sujet crypto, c'est que précisément comme les institutions de confiance traditionnelles ont longtemps, et c'est encore le cas pour un certain nombre, considéré que c'était un non-sujet, qu'il ne fallait pas s'y intéresser, que ça servait à rien, voire que ça allait mourir et que c'était de la merde. En fait, on se retrouve perdu parce que nos réflexes habituels, c'est un peu comme quand dit Wikipédia, quoi. Ou quand dit la Banque centrale, ou quand dit c'est l'économie, c'est quoi source FMI et BCE, qu'est-ce qu'ils en disent? Ce qu'ils en disent, c'est nul, en règle générale. Donc en fait, on est un peu désarçonné parce que les sources de confiance habituelles sont elles-mêmes désarçonnées face à un sujet qu'elles ne maîtrisent pas ou qu'elles ne souhaitent même pas maîtriser. Donc la question, c'est plutôt, malheureusement, j'ai pas d'autre réponse que celle-là, c'est d'aiguiser votre esprit critique, c'est-à-dire d'aller retourner autant que faire se peut sur les fondamentaux, c'est-à-dire d'être des enfants de 5 ans, c'est-à-dire on vous dit un truc, vous vous demandez pourquoi, et vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas compris le fondamental. Et après, à partir du fondamentaux, etc., en règle générale, vous allez être capable de déceler des charlatans assez rapidement. Et une fois que vous avez fait ce travail qui permet de déceler les charlatans assez rapidement, en réalité, il va vous rester 10%, 15% de l'audience que vous ne pourrez pas attribuer le terme de charlatan rapidement. Et dans ces gens-là, libre à vous de vous faire une opinion. Il y en a avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais je ne les qualifierai pas de charlatans. Voilà, ça existe, il y a des querelles de chapelle, et puis voilà, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ça existe. Donc voilà, mais effectivement, c'est problématique parce que dans le monde crypto, il n'y a pas de label certifiant que cette parole est vérifiée et que ce sont des gens qui ont fait leur travail. Et c'est même contre-intuitif. La plupart des institutions de confiance traditionnelles ont un conflit d'intérêt à être pertinents sur ce sujet-là et donc ils racontent n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je le déplore d'une certaine façon que dans l'écosystème des cryptos, c'est un écosystème dans lequel il y a je trouve une surreprésentation de comportements complotistes, par exemple. Parce que c'est un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que ce qui est bien dans l'écosystème crypto, c'est qu'on trouve des gens qui pensent par eux-mêmes. Des gens qui remettent en question, qui ne veulent pas avaler un discours juste parce qu'on leur a dit c'est la vérité et taisez-vous. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a des gens où tu as beau leur présenter 25 preuves de 40 experts différents et que c'est le consensus, ils vont te dire oui, mais on est manipulé et il y a un complot. Et tu es là, genre, attendez, mais juste si tout est un complot, on s'arrête, quoi. C'est genre, et moi, je trouve ça déjà dommage de 1, et de 2, je trouve que c'est un peu ironique parce que c'est les mêmes qui vont jeter à la poubelle quelqu'un qui te dit ouais, mais Bitcoin, c'est la NSA. J'ai envie de leur dire, mais en fait, vous ressemblez bigrement à ces gens-là. Donc, juste calmez-vous et faites la part des choses. Tout n'est pas complot sur la planète. Voilà, exercez votre esprit critique. Oui, les conflits d'intérêts, ça existe. Oui, les mensonges, ça existe. Mais au bout d'un moment, voilà, sur des sujets, il y a un consensus, tout le monde est d'accord, les meilleurs experts de tous les sujets, etc. Vous avez vous-même fait vos recherches. Si vous croyez en rien, alors ça se trouve, vous êtes le génie, effectivement. Voilà, mais la probabilité est faible. Très bien. J'ai envie de parler un peu
l'évolution de l'écosystème crypto. Mhm. Ça fait un moment que tu es présent dans cet écosystème. Et c'est la question qu'on aime beaucoup poser à des personnes qui sont entrées assez tôt, qui ont vu l'arrivée des institutionnels, des politiques, de la régulation, etc. Euh, Toi, quand tu as commencé les crypto-monnaies, quand tu as découvert cet écosystème, tu es passé par les ICO, les nouveaux tokens, on a eu les NFT, on a eu The DAO, tout les un tas de forks, choses. tout. Voilà. Ouais. Euh, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu es toujours aussi enthousiaste qu'à tes débuts ou est-ce que tu l'es moins ou est-ce que tu l'es plus? Euh, je ne pourrais pas donner une réponse dans l'absolu parce que mes convictions ont évolué avec le temps. Je suis rentré comme beaucoup de gens dans le monde des cryptos par hasard. Rien ne me prédestinait à aimer le sujet, par exemple, de la monnaie. Honnêtement, en 2015, la monnaie, je m'en fous. Comme beaucoup de gens, c'est ok, je m'en sers tous les jours, mais ça ne doit pas être un vrai sujet. Ok, on paye avec. J'avais beaucoup d'intérêt, je suis plutôt quelqu'un de curieux sur des sujets très généraux, de philosophie, de géopolitique, etc. Mais je voyais pas bien le lien. Je vais faire un autre, l'expliciter sur un autre sujet qui est celui de l'environnement. Le sujet de l'environnement, pendant très longtemps, je l'ai vu sous un prisme très réducteur, où pour moi, c'était vraiment l'urbain qui regarde des gens qui veulent défendre les abeilles, et j'étais en mode, ils sont mignons. Mais c'est pas intéressant intellectuellement, et donc du coup, je voulais pas y passer du temps. Comment je suis rentré dans l'intérêt, presque le terrier du lapin aussi, de l'environnement, c'est par le biais de l'énergie. Et pourquoi? Parce que l'énergie, c'est géopolitique. L'énergie, c'est un sujet de souveraineté, et l'énergie, ça fait tourner le reste de l'économie, et donc en fait, ça m'a passionné. Et en rentrant là-dedans, là, je me suis intéressé aux enjeux environnementaux en règle générale. Pour Bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, je rentre dedans parce que, en fait, on me demande de faire de la veille dessus, quoi. Et je fais de la veille comme si je devais faire de la veille sur n'importe quel sujet. Donc, j'avais pas vraiment de conviction. Et d'ailleurs, si on reprend mes premiers écrits, par exemple dans le Slack CryptoFR ou le forum CryptoFR, quand j'arrive, déjà, les premières personnes qui nous voient arriver, je me souviens, les premiers messages qui nous concernent sur CryptoFR, c'est ah, les fils de banquiers qui n'ont rien compris, etc. Sûrement, je suis pas fils de banquier, mais c'était un peu, voilà, l'hostilité était latente envers des gens qui n'avaient pas le cursus de cryptographe ingénieur. Et ça reste caractéristique de l'écosystème du don't trust. Voilà, c'est des gens chelous, etc. Et tiens, ils n'ont pas fait de cursus ingénieur, c'est des mecs chelous. Donc, j'étais confronté à ça, mais j'arrivais sans conviction. J'arrivais comme quelqu'un qui voit une technologie intéressante, mais j'ai passé 6 bons mois, peut-être un an même, à faire partie du clan des gens qui disaient Bitcoin c'est pas intéressant, la blockchain c'est le turfu. Et au bout d'un certain temps, j'ai en fait forcé quand tu creuses, parce que je creuse le sujet, mais alors, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant, et tu poses la première, la deuxième, le troisième, le cinquième pourquoi, et en fait tu en arrives à des conclusions qui effectivement sont difficiles à atteindre parce que à chaque fois que tu te poses la question et que tu tapes la recherche sur Google, toutes les sources habituelles te disent ne va pas plus loin parce que c'est de la merde. Ouais. Et donc, si tu fais le travail d'aller plus loin et de faire je ne vais pas suivre votre conseil, je vais aller plus loin, et en fait, là, tu arrives dans les sujets un peu techniques, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée l'alignement des intérêts dans une blockchain pour que le consensus soit atteint. Et donc là, tu arrives sur il faut un jeton monétaire, il faut que ce jeton monétaire soit incensurable. Comment il est incensurable? Il faut qu'il y ait un alignement des intérêts. Et en fait, là, tu arrives, mais du coup, sans crypto, ça sert à rien. Et en fait, tu commences à te rendre compte de ce genre de truc. Et après en fait, là, il commence à y avoir un intérêt intellectuel. Cet intérêt intellectuel, moi, il a été renforcé par le fait que j'avais lancé ma boîte. Et donc, en fait, c'était à la fois tout aussi excitant intellectuellement le sujet que l'expérience entrepreneuriale de lancer une boîte. Donc, ça m'a bien nourri pendant plusieurs années. Quand il y a eu le bear market 2018-2019, il y a un aspect traversée du désert parce que tu as beau être convaincu, tu as l'impression que ça va s'arrêter et qu'en fait, tu avais tort et que tout s'effondre et que plus personne n'y croit et que les mecs qui y croyaient arrêtent d'y croire et même voir sur certains aspects de retourner en arrière. Et donc effectivement, ça devient difficile de se motiver parce que à moins de se focaliser vraiment sur la technique, parce qu'effectivement, en bear, il continue d'avoir des intérêts techniques, mais moi, ça m'intéresse, mais c'est pas mon cheval de bataille, la technique. Donc, ça continue de m'intéresser, mais de manière un peu artificielle. Et donc, effectivement, je me posais des questions. Je me disais, voilà, est-ce que tu vas passer ta vie là-dedans? Est-ce que tu t'es pas trompé, etc. Et en fait, après, quand j'ai commencé vraiment à avoir ce côté, ok, tu as fait le blockchain, le crypto, notre blockchain, mais ensuite, il y a vraiment cet aspect, mais en fait, Bitcoin, c'est politique et le reste, c'est financier. Et en fait, moi, l'ingénierie financière, ça m'excite pas de ouf. Je peux comprendre que ça excite des gens, mais faire un token qui représente la gouvernance du token, qui lui-même est la gouvernance d'un token qui est staké dans un token,
au bout d'un moment, ça m'intéresse plus. Donc, sans caricaturer, c'est à peu près là qu'en est la DeFi en ce moment. Je dis pas que ça va rester là. Je précise que c'est normal d'en passer par là. C'est un processus d'innovation où il se passe des trucs comme ça. Mais mon intérêt intellectuel aujourd'hui, il est difficile. Par contre, à ce moment-là, j'ai commencé à juste abstraire le sujet Bitcoin et à me dire, OK, au-delà de Taro, Taproot, Lightning, etc., Bitcoin aussi en tant que monnaie, Bitcoin en tant qu'enjeu, souveraineté, géopolitique, etc. Et je l'ai connecté avec mes intérêts personnels. Et donc là, en fait, j'ai renouvelé mon intérêt pour le sujet. Et donc là, j'ai renouvelé aussi mon intérêt, mes convictions, et donc je suis un peu plus aligné. Où j'ai eu une période pendant laquelle j'ai failli, j'allais dire, succomber à la partie environnementale, parce que j'ai des convictions sur l'environnement. Effectivement, pendant un moment, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est pas compatible. Là, j'ai une dissonance cognitive. C'est soit Bitcoin, c'est intéressant, mais ça détruit la planète, soit j'arrête Bitcoin, en fait. Et alors certains diront que du coup, j'ai conclu ce que je voulais voir. C'est pas impossible, ça reste un biais existant. Mais en tout cas, la conclusion à laquelle je suis arrivé dans mon examen, c'est qu'en fait, les deux sont parfaitement compatibles. Ils sont non seulement compatibles, mais nécessaires. Et donc, j'essaye d'en parler et d'essayer de convaincre sur une chapelle. Donc, je le commence à en parler et j'ai une conviction qui est suffisamment profonde pour qu'elle me motive encore aujourd'hui. Mais je sais bien que je suis en terrain miné. C'est le genre de sujet, comme l'an dernier où je parlais de souveraineté et d'État, etc. Comme Bitcoin est plus ou moins trusté par des mouvements soit anarchistes, soit très libéraux, je sais que je rentre dans un terrain où là, je sais que le thème demain, qui est la sobriété, je rentre pas dans un terrain conquis. Je sais que la majorité de la salle, probablement, n'est pas d'accord avec moi. Et bon, c'est pas grave. Voilà, je vais essayer de convaincre autant que faire se peut. Mais c'est vrai que c'est inconfortable de se sentir nulle part chez soi, parce que ici, j'ai l'impression d'être le traître de l'étatisme, et en dehors, je suis le facho de l'extrême droite qui promeut une monnaie totalitaire. Donc, mais bon, c'est pas grave, j'annoncerai. Puis, qui sait que nous réserve l'avenir, peut-être que je changerai d'avis encore. D'accord. L'état de la crypto-monnaie aujourd'hui, ça devient un peu chaotique, on va dire. Au niveau de la régulation, les régulateurs, ils savent plus trop regarder quand ils commencent à émettre leurs décisions. Et c'est plus du tout la même chose. Mais je trouve qu'il y a un sujet qui revient assez souvent, et c'est ce que tu as dit juste avant, c'est que Bitcoin, c'est politique. Bitcoin, c'est politique, et Bitcoin, on le rapproche souvent d'une religion aussi. La question que j'aurais pour toi, c'est le Bitcoin, c'est vraiment une crypto-monnaie qui est à part. Est-ce que tu peux donner quelques éléments juste pour dire en quoi elle est différente de tout le reste? Il y a les éléments purement opérationnels. C'est la première, historiquement, c'est la plus grosse en termes de market size, c'est la plus adoptée, bon, etc., etc., quoi. En gros, c'est la plus grosse. C'est la prime au premier entrant, etc. Au-delà de ça, c'est la seule dont le fondateur est non identifiable. C'est une des seules qui a une fair distribution, donc qui n'a pas eu de fondation, d'ICO, de VC, de mecs qui ont un intérêt à ce que ça se développe, etc. Et c'est un intérêt non négociable et très important, dans la mesure où y a personne, en fait, la puissance publique se retrouve hébétée. Il n'y a personne à appeler. Je ne peux faire. En fait, qui est Monsieur Bitcoin? C'est qui? On peut arguer que si je dis oui sur Ethereum, il y a Vitalik, etc., on me dira mais Vitalik c'est pas vraiment Ethereum parce qu'il n'a pas le contrôle sur le code, etc., ce qui est vrai. N'en reste pas moins que si demain je mets Vitalik en tôle, je pense que Ethereum n'est pas bien. De la même façon, si Tornado Cash, les développeurs se font mettre en tôle, ce qui est le cas, bah c'est pareil, c'est un coup. Sur Bitcoin, c'est insaisissable. Qui est Bitcoin? Je ne sais pas. Et c'est un des seuls éléments qui permet aujourd'hui à la CFTC aux États-Unis de dire, mais en fait, c'est peut-être une commodity ce truc. Je ne sais pas qui est derrière. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'ICO, il n'y a rien. Gary Gensler, c'est la seule crypto-monnaie sur laquelle il s'est prononcé, pour le coup. Ouais, mais c'est avant tout pour cet aspect-là. C'est-à-dire que l'innovation majeure qu'apporte Bitcoin dans le monde en général, c'est la propriété numérique. C'est la propriété privée, tout simplement. La propriété privée n'existe pas dans le monde numérique. C'est impossible, on ne peut pas posséder en propre. Quand on possède, c'est quelqu'un qui le tient pour nous. Ce que Bitcoin permet, c'est de posséder soi-même, avec ses avantages et ses inconvénients. On peut posséder soi-même, on est libre, mais on peut perdre, se faire voler, etc., etc. Comme la propriété privée normale. On peut avoir de cash sur soi et puis on peut le faire voler. Bon, tant mieux. Mais au moins, s'il est sur soi, on ne se fait pas voler par la banque qui ferme notre compte. Donc, c'est avantages et inconvénients. Il n'y a pas un système qui est meilleur que l'autre. L'intérêt est d'avoir les alternatives. Cela est possible que, c'est-à-dire si et seulement si, pour prendre un langage mathématique,
le réseau est incensurable. Le réseau est incensurable si et seulement si il est suffisamment décentralisé et que les intérêts économiques sont suffisamment alignés pour que personne ne puisse, à un moment donné, appliquer une règle qui ferait que eh bien, je peux modifier l'émission monétaire, je peux saisir des actifs, je peux faire X, Y, Z. Et ça, cette garantie, elle est très forte, très très forte sur Bitcoin. Elle ne l'est pas sur d'autres. Pour le dire autrement, Bitcoin n'est la contrepartie de personne. Alors que dans la quasi-totalité des autres crypto-monnaies, c'est la contrepartie de quelqu'un. Donc ça, c'est la force singulière de Bitcoin qui fait que c'est insaisissable, qui fait que c'est politique et qui fait qu'il y a les enjeux géopolitiques, environnementaux, etc., etc. Ethereum, par exemple, va avoir des enjeux qui sont autres. Sur la partie financière, par exemple, moi, ma croyance à l'heure actuelle, c'est que je pense qu'à moyen long terme, donc plutôt 10, 15, 20 ans, je ne vois pas pourquoi il y aurait encore des actifs qui ne seraient pas tokenisés. Ça ne fait aucun sens. C'est-à-dire que tokeniser un actif, c'est plus rapide, c'est moins cher, on peut le posséder en propre, c'est partout sur la planète, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a aucun intérêt à ne pas le tokeniser. La seule raison pour laquelle c'est pas tokenisé, c'est qu'il y a un problème de fait de pool. C'est que aujourd'hui, si je tokenise un actif, j'ai le pire des deux mondes, c'est-à-dire que non seulement j'ai une UX qui est nulle par rapport à l'UX des marchés traditionnels, mais en plus, j'ai même pas la liquidité parce que personne ne l'a encore fait jusqu'à présent. Donc, il faut casser ce cercle vicieux en ayant des projets qui soient volontaires pour essuyer les plâtres à la place des autres et créer la liquidité qui permet de casser le cercle vicieux de l'œuf et de la poule. Une fois que ça c'est fait, il n'y a aucun intérêt à ne pas tokeniser. Mais est-ce qu'un stablecoin c'est incensurable? Non. C'est dire Circle, s'ils te mettent sur blacklist, terminé. Donc, est-ce que ça sert le même purpose, le même objectif? Non. Donc, c'est pour ça que c'est différent. Et que moi, je vois parfaitement un monde dans lequel tu as un système financier, parce que je ne souhaite pas vivre dans un monde complètement trustless, sans confiance. Pour moi, c'est un monde de l'enfer. Hein, tout le monde est parano. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire tu vas au resto, tu fais une analyse de ce que tu bouffes. Ça veut dire tu prends une voiture, un taxi, tu regardes de quoi est fait le moteur. C'est ça un monde sans confiance, hein, globalement. Moi, je veux pas vivre là-dedans, personnellement. Donc, à partir du moment où tu dis ça, tu vas avoir besoin de confiance, tu vas avoir besoin de gens qui font du real estate, de l'immobilier, qui font des obligations, qui font des actions. Voilà, les actions vont pas disparaître parce qu'il y a Bitcoin. Il faut arrêter les conneries. Donc, quand tu fais une action, il y a une contrepartie, il y a une boîte. Quand tu fais une obligation, il y a une contrepartie, une dette. Tous ces trucs-là font beaucoup plus sens sur un réseau comme Ethereum, décentralisé, etc. Maintenant, est-ce que tu as la même garantie d'incensurabilité sur Ethereum que sur Bitcoin? Non. Mais est-ce que quand tu achètes une obligation de Total, de Carrefour, de whatever, est-ce que tu cherches la même garantie d'incensurabilité que Bitcoin? Non. Donc, tu veux faire un trade-off qui est différent. Donc, moi, je vois parfaitement un monde dans lequel tu as au moins, par exemple, ces deux blockchains-là, parce qu'elles ne servent pas le même purpose. Un maximaliste Bitcoin me dirait, effectivement, j'ai pas grand-chose à répondre là-dessus d'un point de vue technique, c'est oui, mais du coup, si Ethereum n'est pas scalable et qu'on a besoin de Layer 2, pourquoi ne pas transformer Ethereum en une Layer 2 de Bitcoin? C'est ce qui était prévu de base, non? C'est prévu de base. On en avait discuté avec Mark Zeller et il avait dit que Vitalik avait imaginé que Ether aurait pu être un Layer 2 de Bitcoin. En fait, honnêtement, c'est une vision à laquelle je n'ai pas de réponse à donner. D'accord. C'est-à-dire que si le plan de scalabilité d'Ethereum, c'est de faire des layers 2, voire on voit 3, 4, 5, 18, voilà. En fait, à partir du moment où ces layers 2, 3, 4, on voit qu'il commence à y avoir des captures par des acteurs qui sont de plus en plus privés. En fait, mettez la layer 2 sur Bitcoin. Pourquoi se casser les pieds avec une layer intermédiaire? Alors on me dira, c'est parce que c'est Turing complete, blablabla, on peut faire du code. Tu peux faire du code sur une layer 2. Hein, donc, pour l'instant, je suis pas suffisamment technicien pour avoir une réponse précise à donner sur ce point-là, mais d'un point de vue conceptuel, générique, méta, ce serait un argument qui pourrait conduire à penser qu'en fait, on a besoin que de Bitcoin et que les actions obligations, on peut les faire sur des sidechains ou layer 2. Mais à l'heure actuelle, supposons qu'on ne fasse pas ça parce que, par exemple, Bitcoin a une inertie qui fait que ça prendrait trop de temps, qui est valable comme argument, dans ce cas-là, moi je vois bien effectivement Bitcoin et Ethereum, mais les autres layer 1 aujourd'hui sont incapables de concurrencer, la quasi-totalité font faillite, défaut, sont arrêtés par un mec tout seul dans son bureau. Bon, ça ne me satisfait pas. D'accord. Et puisqu'on parle de Bitcoin, on parle de son évolution, etc. Il y a un vrai souci dont beaucoup de gens parlent sur Bitcoin, c'est les frais de transaction. Et les émissions des bitcoins par bloc.
Le problème que beaucoup de gens L'émission de voient, quoi? De Bitcoin? c'est ça. Ah, d'accord. En gros, donc, à tous les blocs, tu as une émission de Bitcoin pour rémunérer les mineurs Ouais. pour qu'ils sécurisent le réseau. Ouais. Avec le halving, avec la scarcité du Bitcoin, on rencontre ce souci où, bah, vu que les mineurs sont payés de moins en moins en termes de Bitcoin, Ils sont payés de moins en moins en numéraire. Mais moi, je préfère 6 bitcoins d'aujourd'hui que 50 bitcoins de 2009. Parce que j'achète plus de trucs avec. oui. Mais est-ce que tu penses que c'est un souci ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se résoudre par soi-même, dans le sens où le réseau sera assez utilisé en termes de frais pour rémunérer les mineurs et les garder incentivés à sécuriser le réseau? Parce que la vraie question, c'est est-ce que Bitcoin sera là dans 20 ans? Moi, j'ai un bet perso peut-être un peu ambitieux, mais je pense que Bitcoin survivra à l'euro. Par exemple, donc oui, je pense qu'il sera là dans 20 ans. Après, il y a survivre et survivre. Si il est toujours là, mais qu'il y a 3 personnes qui s'en servent sur la planète, bon, j'aurais raison, ça sera toujours là. Mais bon, il n'y aura pas grand monde pour attester de son utilité. Je ne veux pas faire des plans sur la comète, savoir si les frais remplaceront pas, etc. En vrai, la question se pose en 2140, théoriquement, pour savoir si vraiment le truc peut fonctionner sans création monétaire. Je serais mort, beaucoup de gens seront morts. Et en fait, j'allais dire même, je vais le poser différemment. Si Bitcoin est toujours utilisé en 2140, il aura fait mieux que la quasi-totalité des monnaies dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est déjà un succès. Donc présenté sous cet angle-là, moi c'est une question qui, elle n'est pas primordiale. C'est-à-dire que aujourd'hui ça fonctionne, demain avec le halving ça continuera de fonctionner, et puis dans 5 ans c'est probable qu'aussi ça fonctionnera. Si les mineurs sont pas rentables, bah, ils couperont. Et puis il y aura des gens qui feront faillite. Mais je rappelle que Bitcoin, techniquement, a besoin d'une carte graphique pour fonctionner. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas. S'il n'y a qu'une carte graphique pour resécuriser Bitcoin, on ne peut pas dire que c'est un réseau très sécurisé, mais en même temps, ça voudrait dire qu'il est tellement peu valorisé que ça ne vaudra pas plus pour un attaquant que de dépenser la puissance d'une carte graphique parce qu'il n'y a rien à voler dessus. Donc, c'est un peu l'intérêt de ce processus de marché, c'est qu'en permanence, le réseau se sécurise à hauteur de ce qu'il valorise. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant comme mécanisme de marché. Et on a intérêt à ce que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, ça voudrait dire rompre l'inertie qui fait la valeur de Bitcoin. Mais j'ai pas de boule de cristal, c'est un sujet qui est, il y a tellement de variables et de paramètres qu'effectivement je suis condamné à dire oui, j'espère que ça va marcher. Je pense que ça peut marcher, mais qui suis-je pour prédire un éventuel signe noir ou une météorite sur la Terre dans 10 ans? Enfin voilà, c'est le genre de truc. D'accord. On va arriver vers la fin de cette interview. L'idée, c'était vraiment de parler de l'écosystème et de l'évolution. Et on s'est concentré sur le Bitcoin et sur ce que tu présentes déjà, ou sur Twitter, par exemple, où tu parles beaucoup de ces sujets-là. Tu publies également sur ton Medium. Tous les liens sont dans la description, évidemment. On va finir sur 2 sujets qui sont un tout petit peu plus personnels. Donc j'ai droit de veto si je veux pas répondre, mais allons-y. Ah oui, bien sûr. Je le précise en avance. Bien sûr, bien sûr. Ton rapport avec Twitter aujourd'hui, Twitter c'est la plateforme que tout le monde utilise dans la crypto-monnaie. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'animosité sur Twitter, tu vois qu'il y a des communautés qui peuvent très vite réagir, on voit aussi beaucoup de conneries qui passent. Quel est ton rapport avec Twitter? Comment est-ce que tu l'utilises aujourd'hui? Est-ce que c'est un réseau qui est primordial pour toi? Est-ce que c'est juste un outil de communication, mais peut-être aussi d'information pour toi? Comment est-ce que tu le vois? C'est un réseau qui est important. Je pense que ce qui fait la différence, c'est savoir se servir de Twitter. Moi, je m'en sers effectivement pour communiquer, parce que c'est un canal que je peux utiliser pour publier un peu ce que je veux. Et que notamment sur des sujets émergents comme le nôtre, on va pas se mentir, les principaux médias n'étaient pas les premiers friands de ce genre d'informations. Donc si j'attendais que les médias mainstream donnent la parole à des gens comme ça, alors que j'aurais rien pu publier en amont, je pense que j'aurais pu attendre longtemps. Ça ne veut pas dire que les médias mainstream sont fermés à ce sujet-là, mais l'intérêt de Twitter, c'est qu'en fait, je peux publier sans accord ou validation, et ça se trouve, des journalistes de médias mainstream vont trouver ce que je raconte intéressant et donc me solliciter. Medium remplit ce rôle aussi sur des formats plus longs, LinkedIn le remplit aussi sur une autre population, etc. Donc pour moi, c'est des canaux de communication importants, mais pas que. J'utilise Twitter pas mal c'est pour ça que je disais, c'est vraiment savoir s'en servir. Il y a deux façons de s'en servir importantes. La première, c'est de suivre les tendances, mais de le faire avec parcimonie et avec un recul assez important.
pour savoir ce qui se passe en fait. Tout simplement, Mhm. c'est tiens, il y a sur des faits importants de l'actualité, on va souvent savoir les choses avant sur Twitter, euh, mais au prix de parfois c'est faux. Et donc ça c'est chiant, il faut savoir prendre du recul, parce que voilà, on peut tous avoir un accès de faiblesse et se retrouver à dire ah super, il y a un truc qui s'est passé alors que pas du tout. Et voilà, faut être assez humble là-dessus et on peut tous être victimes de ça. Et bon, il faut essayer d'être assez sérieux là-dessus. L'autre façon, c'est tout simplement, c'est que justement, quand tu lis, en fait, quand tu extrapoles ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire que des gens comme moi qui s'intéressent à un sujet et qui ont un point de vue un peu différent et qui cherchent des moyens d'expression, en fait, il n'y a pas que moi, il y en a des tonnes. Bah, en fait, ces gens-là n'ont pas non plus accès à des façons de s'exprimer qui soient plus mainstream. Donc moi, quand je me sers de Twitter, c'est aussi pour suivre des gens qu'en fait, on n'entend pas ailleurs. Et donc, je vais suivre personnellement ces gens-là parce que ça m'intéresse ce qu'ils racontent. Et donc, ça va être voilà, sur le sujet, par exemple, énergie et environnement. Autant dire que si je ne suivais que les médias mainstream, je serais persuadé Que Bitcoin détruira la planète d'ici 4 ans. plusieurs fois par jour. Voilà. Alors que en voyant qu'il y a des gens, et je parle de gens qui font des trucs parfois opérationnels, hein, ça peut être voilà, le mec est un mineur. Bah, ça m'intéresse de savoir ce qu'un mineur a à dire sur la question, c'est quoi son quotidien. Bah, donc je vais le suivre et je vais regarder ce qu'il dit. Et donc se servir comme ça pour faire de la bonne curation, voilà, un Twitter bien fait, avec un fil bien choisi, en vrai c'est une mine d'or parce que c'est des informations très souvent de très grande qualité, où tu as des gens qui vont dire voilà, je vous propose ma dernière réflexion. Elle va pas forcément être en entier sur Twitter, ils vont te dire je redirige vers mon médium, peu importe. Mais tu n'aurais jamais eu accès à cette information si tu t'étais contenté de proxy de gens qui font eux-mêmes la curation de propos. Donc je trouve que c'est une bonne source primaire de gens qu'on n'entend pas ailleurs et que ça permet d'avoir un autre son de cloche. Voilà, après j'ai pas de relation, je veux dire je ne le vois pas comme un réseau voilà, pas particulier ou pas particulier. Pour l'instant je m'en sers parce que ça m'est utile. Je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de ma publication. Il y a beaucoup de choses, par exemple la quasi-totalité de ce que j'ai publié en juin, j'ai publié sur LinkedIn, pas sur Twitter, parce que le format n'était pas le bon. J'ajouterais que il y a sur Twitter, oui, il y a le côté meute, harcèlement, etc., que je déplore. Je passe mon temps à dire aux gens qui le font qu'ils sont cons. J'en profite pour le redire ici, vous êtes cons, arrêtez, merci. Non, mais vraiment, je le pense, ça me saoule en fait. C'est-à-dire que ça m'arrive très souvent de voir des gens qui posent des questions sur un sujet comme Bitcoin et qui disent voilà, je comprends pas, là vous dites ça sur l'environnement, mais moi j'ai vu ça ailleurs par exemple. Et en fait, moi j'ai envie de répondre ah, t'as vu ça? Ok, d'accord, mais c'est intéressant parce que moi je pense autrement. Et en fait, c'est limite une course contre la montre parce que je sais que je n'y réponds pas dans les 10 minutes. Il va y avoir un mec qui va arriver, qui va mettre une photo d'organes génitaux ou qui va lui dire t'es une merde, have fun staying poor et tout. Et en fait, ça vous sert à quoi de faire ça en fait? Parce que la personne, elle va être braquée, donc tu l'as perdue, elle va pas revenir pendant 5 ans, elle va aller convaincre d'autres personnes que vous êtes infréquentable. Donc chacun va vivre dans son clan. Accessoirement, bon voilà, t'as insulté quelqu'un, c'est pas spécialement valorisant. Je comprends pas en fait l'intérêt. Je comprends pas. Donc effectivement, je passe mon temps à dire arrêtez de faire ça. Vous êtes déjà un con et deux, vous ne servez même pas la cause, la cause avec des grands guillemets parce que ça fait un peu voilà, mais ça sert à rien. Donc oui voilà, mais ça m'empêche pas de penser que déjà j'en suis pas responsable parce qu'il y a quand même des gens en face qui essayent de me le dire régulièrement que c'est ma meute et que je suis responsable. Non, moi j'ai rien dit. Donc voilà, si vous n'êtes pas capable de tolérer la contradiction respectueuse, ce que j'estime faire, voilà, il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans la victimisation à dire ouh là là, il y a un mec qui est pas d'accord avec moi, je suis une victime. Non, attends, si t'es pas capable, n'exprime pas mon opinion en fait. C'est chiant. La démocratie sans opinion, c'est chiant. Et je précise que pour pouvoir penser, il faut tolérer la possibilité d'être offensé. Sinon, ça s'appelle pas d'être pensé. Donc oui, il faut être offensé. Mais voilà, être offensé, si on doit fermer tous ceux qui nous offensent, bon, on s'arrête quoi. Voilà. Et je précise que Twitter n'est pas le seul endroit où ça se passe comme ça. Donc voilà, je passe mon temps à le condamner. J'aimerais bien que ça existe moins, mais je ne souhaite pas voir des dérives qui sont les dérives actuelles, c'est-à-dire les dérives qui donnent de plus en plus de pouvoir aux plateformes, de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, et de considérer que la subjectivité du destinataire d'une information est l'alpha et l'oméga qui permet de déterminer si un contenu est offensant ou pas. Parce que ça, c'est l'autoroute vers la pensée unique et ça me saoule. Voilà. Donc, très bien.
c'est un entre-deux qui est difficile à tenir, mais en tout cas, j'essaie de le représenter par mon comportement individuel, c'est-à-dire tolérer les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, essayer d'argumenter, de débattre et ne jamais le faire de manière insultante ou quoi. Voilà. Et je vous incite à le refaire, je le redis, arrêtez de casser les pieds à insulter les gens. C'est très complet comme réponse. La deuxième question personnelle que j'ai pour toi aussi, c'est on voit que dans la crypto, il n'y a pas vraiment de week-end, il n'y a pas vraiment de vacances. Si, il y en a, on peut. Et voilà, bah si tu veux, c'est ça la question. Est-ce que tu as réussi à trouver un bon équilibre personnel dans ta vie entre le travail, ton dévouement aux crypto-monnaies, ton implication dans des associations, etc., etc. Est-ce que tu penses avoir trouvé un bon équilibre? Non, mais je ne sais pas s'il y a de bon équilibre dans l'absolu. Moi, c'est un sujet qui me passionne intellectuellement. Donc, en fait, mécaniquement, ça déborde sur ma vie personnelle parce que si je veux chercher un sujet qui m'intéresse, y compris à la plage pour lire, ça potentiellement va être lié à ce sujet-là. Donc, effectivement, il y a des risques de burn-out. J'en suis quand même à 2 en 5 ans. Donc, oui, ça existe et c'est pas cool. Autant que faire se peut en tant qu'entrepreneur, j'ai essayé de dire aux gens que s'ils prenaient des vacances, autant que prendre des vacances longues. Et voilà, je sais pas, désinstaller Slack, voilà. Mais pas, si on est passionné, en règle générale, c'est difficile de faire la part des choses. Et moi, je suis le premier à me retrouver dans cette situation où quand je pars en vacances, au bout de quelques jours, j'ai l'impression de m'emmerder si je ne vais pas regarder ce qui se passe ou que j'essaye de réfléchir sur le sujet. Mais c'est important de se flageller à le faire parce que sinon on fait des burn-out comme moi, voilà. Et c'est pas, voilà, je recommande à personne de faire des burn-out. Donc je sais pas. Comme je suis en transition un petit peu en ce moment, c'est difficile de répondre à la question parce que voilà, par définition, trouver un équilibre dans une transition, je sais pas si c'est. C'est un peu compliqué, oui. Je me rends compte qu'effectivement, j'accorde de l'importance aujourd'hui à des sujets qui sont censés être importants comme ma santé. Alors que j'aurais dû le faire avant et que c'est pas sain. Donc voilà. Mais on pourra me dire aussi que en tant qu'entrepreneur, malheureusement ou heureusement, je ne veux pas lancer le débat ici. Chercher tout de suite, immédiatement, l'équilibre vie perso, vie pro, si on veut lancer une boîte à 22 ans, en fait, je pense que la conclusion, c'est que vous n'avez peut-être pas lancé de boîte en fait. Parce qu'il y a. Alors c'est peut-être triste à dire, hein, mais lancer une boîte exige des concessions assez fortes sur sa vie privée parce que ça veut dire être responsable et la responsabilité légale, par exemple, ne s'arrête pas le week-end. Ça veut dire suivre ce qui se passe, ça veut dire potentiellement réagir à des événements imprévus, ça veut dire il n'y a pas le financement, ça veut dire il y a des gens à payer. Et ça, là, j'apprends rien à personne, mais voilà, ça ne s'arrête pas le vendredi à 17h. Donc c'est d'autant plus difficile. C'est d'autant plus important du coup d'entreprendre, c'est bien de le faire avec des associés parce que ça permet au moins de dire bon bah là je suis en vacances, c'est toi qui prends le truc. Voilà. Mais je voudrais pas faire de leçon à qui que ce soit là-dessus parce que je suis pas persuadé d'avoir trouvé moi-même le bon équilibre. Voilà, mais D'accord. C'est une réponse très complète. Et on a une dernière question qu'on pose à tous les intervenants, toutes les personnes qui viennent chez nous. Mais allons-y. En fait, Hawks, c'est un média qui ne parle pas uniquement de la crypto. On parle également de la bourse, de l'immobilier, des investissements alternatifs, de la géopolitique. On essaie de s'intéresser à tout et offrir un maximum de contenu aux gens qui nous suivent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on interviewe beaucoup de gens qui viennent des milieux différents. On a des gens de la crypto, de la finance traditionnelle, des personnes qui lancent des projets NFT. Enfin, il y a vraiment de tout. Et du coup, la question qu'on s'est dit qu'on allait poser à tous les intervenants, c'est dans quoi est-ce que tu investis personnellement aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'intéresse comme investissement? Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu parles beaucoup de la crypto, mais c'est pas forcément peut-être ce n'est pas forcément ce qui te passionne le plus. Mais du coup, voilà, c'est. Étant un piètre investisseur, je sais pas si ma réponse sera très intéressante, mais non, la majorité de ce que j'ai est en crypto, et la majorité en Bitcoin. Donc déjà, ça répond pas mal à la question. Mais en fait, je me retrouve dans une impasse intellectuelle. Je pense que certains en font l'expérience aussi, qui est que j'ai une partie substantielle dans mon portefeuille qui est en crypto. Et en fait, du coup, comme n'importe quelle personne qui veut diversifier, je me pose la question de bon, ça y est, là, t'es stacké en crypto, regarde autre chose. Et en fait, mes convictions, mes thèses personnelles m'éliminent les investissements un par un. Et à la fin, je fais, mais il ne reste plus rien à part le Bitcoin. À part le Bitcoin, oui. Et donc, je me retrouve dans cette impasse où soit je fais all-in Bitcoin, on va dire que ça représente un risque non négligeable, soit je fais pas all-in. Et en fait, c'est ce que je fais depuis 6 mois. C'est de l'argent qui dort et qui fait rien. Et je me fais niquer de 7% tous les ans. Et c'est pas viable comme situation.
Je m'étais fait une liste d'actions dans lesquelles j'aurais bien investi, mais en fait, c'était au moment où j'étais chez KPMG. Et le problème chez KPMG, c'est régulé. Tu Donc, tu peux pas investir. pas C'est ça. investir, voilà, donc j'ai attendu, mais entre-temps, la quasi-totalité des trucs ont fait x2 dans une exubérance dont seule la bourse a les secrets et pour moi qui n'a aucune rationalité. Mhm. Peut-être que je me trompe, encore une fois, je suis un piètre investisseur, mais donc je me retrouve devant les cours et je me dis, mais enfin, l'économie rentre en récession, le dollar est questionné, y a plus d'énergie fossile, le pétrole s'arrête, il y a les banques qui font faillite aux États-Unis, les taux d'intérêt sont délirants, vraiment. Et la bourse est au top. Et le S&P 500, il a son Et donc, max. en fait, dans ma tête, je n'arrive pas à concevoir que ce truc-là puisse durer. Donc, je pourrais rentrer dans la bourse avec mon panier d'actions que je me suis défini comme étant intéressant sur des tests de long terme, etc. Mais j'arrive pas à me dire que je vais pas être le dindon de la farce en faisant ça, quoi. J'ai Donc, l'impression d'entendre Michael Burry dans The Big Short, un peu. peut-être, je ne sais pas, mais donc effectivement, je ne sais pas si je peux faire du conseil. Je n'en Ah, mais de fais toute façon, pas. c'est pas du conseil, hein, c'est juste l'histoire. C'est nous, ce qu'on essaie de voir, c'est ce qui intéresse les gens. Et des fois, on a des gens qui sont dans la crypto et qui investissent pour la plupart du temps dans des trucs très traditionnels, dans la bourse très traditionnelle, alors qu'ils ils passent leur journée à bosser sur la crypto. Non, ce qui est intéressant, alors sur un prisme peut-être inattendu ici, mais c'est que la quasi-totalité, alors j'en profite pour faire une réponse par procuration à l'ami Nastasia Djadi sur Blast, qui disait que le truc commun aux cryptos, parce que Salomé Saké lui demandait quel est le profil type des investisseurs crypto, et elle répondait alors c'est très divers, il y a des gens comme ci, des gens comme ça. Par contre, ce qui est commun, c'est que globalement, ce sont des hommes. La réalité est littéralement l'inverse. Je m'explique, dans tous les investissements, immobilier, actions, obligations, tout ce que tu veux, c'est toujours en majorité des hommes. Mhm. Et sans rentrer dans le débat féministe, c'est assez normal dans la mesure où les hommes possèdent le patrimoine. Je ne vais pas rentrer dans les inégalités, les raisons de ces inégalités, c'est pas juste. Ce qu'on veut, effectivement, ça c'est la place d'un autre débat qui mérite d'être tenu. Mais la quasi-totalité des investissements, on retrouve des hommes. Et à l'inverse, je prends une étude par exemple de celle d'Itoro ou d'autres, c'était l'AMF je crois qui avait fait ça sur les portefeuilles de crypto. Itoro avait une phrase, alors je la cite de mémoire donc c'est pas exactement ça, mais qui veut dire les cryptos ont réussi là où la finance traditionnelle a échoué. Parce que quand tu regardes les investissements crypto, en réalité la proportion d'hommes elle est de 60%. Donc 60-40. Alors que sur les actions, sur les autres, 80-20, 75-25. Mhm. Donc en fait, proportionnellement, c'est l'endroit où tu retrouves le plus de femmes. Ok. Et je pense que c'est pas spécialement dû à femme-homme ou quoi, mais c'est surtout dû à la jeunesse. Parce que pour répondre à la question de Salomé Saké par voie détournée, c'est quoi la caractéristique commune des investisseurs crypto? C'est qu'ils sont tous jeunes pour le coup. Effectivement, c'est que 50% des détenteurs ont moins de 35 ans alors que c'est 25% de la population. Mhm. Là, ça, pour le coup, oui, ça c'est vrai. C'est l'énorme majorité des détenteurs crypto ont moins de 35 ans. L'énorme majorité, effectivement, des moins de 35 ans, c'est une génération sur laquelle le gap entre hommes et femmes est plus faible. Donc, tu vas retrouver cette réduction de l'écart. Effectivement, tu vas trouver des hommes comme des femmes qui investissent dans les actions ou autres. En règle générale, ceux qui ont des cryptos ont aussi autre chose, effectivement. Mais c'est surtout, je voulais répondre sur ce sujet-là, mais non, c'est pas un truc sur lequel, oulala, c'est machiste, il n'y a que des hommes. Non, parmi les autres investissements, c'est celui où les hommes sont le moins surreprésentés. Aujourd'hui, en tout cas, là je réfère à l'étude d'Itoro sur le sujet. D'accord. Écoute, c'était incroyable. Moi, je passais un bon moment Merci. de discuter Merci avec pour toi. l'invitation. Et si tu as un mot de fin, tu peux. Que j'insiste sur lequel, alors que je transforme en demande, en injonction, c'est que je faisais il y a déjà quelques années, parce qu'effectivement, après, quand tu passes sur les professionnels du secteur crypto, qui est à l'intersection de l'entrepreneuriat, de la tech et de la finance, donc ce sont trois milieux sur lesquels il faut chercher pour trouver des femmes, effectivement, il y a quand même une proportion de femmes qui est assez inférieure. Et donc, je disais déjà il y a quelques années que ça va être un dilemme qui va être insoluble, parce que on aimerait bien que effectivement ce soit un milieu qui soit plus, j'allais dire, inclusif, notamment au niveau des femmes. Et en fait, le problème, c'est que si on n'incite pas aujourd'hui les femmes à venir dans cet écosystème et à prendre des postes à responsabilité, alors que l'écosystème est risqué, puisqu'il est risqué aujourd'hui, hein, vous pouvez aller dans une start-up et elle meurt l'an prochain. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas maintenant, les postes à responsabilité, c'est maintenant qu'ils partent. C'est pas dans 5 ans. Ouais. Et je disais ça déjà il y a 4 ans. Donc en fait, j'incite les femmes qui nous regardent à s'intéresser à ce sujet-là, parce que c'est une prise de risque et les femmes sont éduquées au risque
différemment des hommes, on les incite à ne pas prendre de risques, ce qui a des avantages et des inconvénients. Hein. C'est que évidemment, du coup, si tu prends pas de risques, tu as moins de catastrophes. Ouais. Mais si tu prends pas de risques, bah, en règle générale, tu as moins d'upside ouais. et voilà, tu prends moins les bénéfices des risques que tu as pris. Donc venez, n'hésitez pas, parce que ce n'est pas voilà, le truc chantre de l'extrême droite, machiste et masochiste qu'on présente H24, c'est même plutôt l'inverse. Et je pense qu'il y a pas mal d'opportunités de carrière à faire dans ce milieu-là. Super, bah, c'est un bon mot de fin. Et arrêtez de faire chier sur Twitter. Voilà. Aussi. Ouais, Pas que merci. sur Twitter, hein, dans l'idéal, mais merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup.